Et bonjour à tous les pandas. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 déjà, si je dis pas de bêtises, ça va vite, euh, de Road to FM. Donc je tourne cet épisode juste après les deux précédents. Euh, et on se retrouve donc contre David Lacanrus, donc, qui est peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais c'est le champion du monde des moins de 10 ans. Il est classé 1998 euh, au classement Elo. Et c'est un joueur que j'ai déjà eu l'affronter que j'ai déjà eu l'occasion d'affronter quand il était plus de 2000 à Carquefou, une petite ville à côté de Nantes, euh, juste avant qu'il devienne champion du monde, quelques mois avant. Donc il est champion du monde en titre pour cette partie, alors des moins de 10 ans, mais champion du monde en titre quand même. Et il décide de m'ouvrir cette partie par E4. C'est le coup qu'il m'avait joué également à Carquefou. Je réponds par C6, qui est le coup que je joue habituellement. D4, D5, E5, fou F5. Et dans cette position, à la Ferté-Bernard, je suis pas. Enfin, à Carquefou, de mémoire, il m'avait joué C4, mais j'ai pas revérifié mes notes. Mais ici, il décide de me jouer cavalier D2. Alors, cavalier D2, c'est un coup que j'ai dans mes notes et dans lequel je joue. Enfin, contre lequel je joue systématiquement le coup A6. L'idée étant que sur G4, j'ai accès à cette case D7 pour mon fou, et que le coup A6 est plutôt ok dans les positions de type française d'échange, française d'avance. C'est un coup qui est plutôt utile puisqu'il permet de jouer un C5 rapide. Euh, donc c'est pour ça que je joue ça, et ça évite, contrairement à un coup comme E6, que sur le coup G4, fou G6, on ait des problèmes à base de H4 ou de F4, et des lignes qui sont très très compliquées à jouer. Donc c'est pour ça que je préfère ce petit coup A6. Mon adversaire qui joue cavalier B3, je continue par dame B6, avec un petit peu le même type d'idée. Et mon adversaire qui répond par A4. Je joue enfin E6, alors la différence c'est que maintenant les idées à base de G4 deviennent bizarres parce que C5 va arriver trop vite pour lui. Mais je passe ces détails, cavalier F3, et C5 qui est joué tout de suite. Mon adversaire qui joue cavalier prend C5, fou prend C5, c'était mon idée, puis on prend, dame prend. Et on se retrouve dans cette position où bon, je vais jouer le coup C3 puisque j'attaquais le pion C2, ça change pas grand chose. Ici, on voit que mon objectif ça va être d'attaquer ce pion D5, ce pion E5 qui est un petit peu faible, donc par cavalier C6, peut-être cavalier E7, cavalier G6. Si vraiment il faut, je pourrais peut-être jouer fou G4 pour venir supprimer un défenseur. Madame qui aurait une très belle place en C7 pour attaquer, et on voit que je peux trouver 3 attaquants contre ce pion E5, et que lui en réalité il a beaucoup de mal à trouver des défenseurs pour ce pion. Donc c'est pour ça que dans la partie je continue par le coup cavalier E7. Alors j'aimais pas jouer cavalier C6 direct, puisque malheureusement ça bloque l'arrivée de madame en C7, et s'il continue par un coup comme fou E3, je suis pas complètement sûr que madame elle ait envie d'aller en A5. Alors ça permet d'aller en C7, mais j'étais pas hyper confiant. Donc je me suis dit je commence par cavalier E7, comme ça s'il joue fou E3, je peux jouer dame C7 directement et venir sur la case qui m'intéresse, sans être obligé de passer par A5. Donc je joue cavalier E7, mon adversaire qui me joue cavalier D4, et je joue désormais le coup dame C7. J'ai pas vraiment peur de la suppression du fou de case blanche, puisque étant donné que il a une structure un petit peu plus faible avec ce pion E5 qui est plutôt facile à attaquer pour moi, l'échange de pièces mineures est plutôt à mon avantage dans cette position. Donc il décide de jouer F4 pour consolider son pion E5, il comprend évidemment qu'il y a des problèmes sur ce pion. Je décide de me développer par cavalier C6. Encore une fois, je privilégie le développement à autre chose. Il joue fou E3 pour défendre son cavalier, et j'échange une fois le cavalier, et je rejoue cavalier C6. Alors je menace un petit peu cavalier prend D4 hein, quand même. C'est-à-dire que sur un coup comme fou E2, cavalier prend D4, pion prend, petit roc. En fait ici j'ai une petite présence latente à base de fou E4, dame B6. J'attaque un petit peu partout, j'ai la priorité sur la colonne C parce qu'il n'a pas roqué. Et finalement, j'aime plutôt bien ma position. Donc c'est pour ça après le coup cavalier C6, il décide de jouer fou E3. Et ici, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que veut mon adversaire? En fait, je comprends que mon adversaire, il veut peut-être jouer avec B4, B5 pour chasser ce cavalier, et qu'il faudra à ce moment-là que j'ai cavalier A5. Je vois aussi que s'il joue B4, le coup que j'aimerais bien jouer tout de suite, c'est cavalier C4. Et c'est pour ça que dans cette position, je joue cavalier A5,
plutôt que de me développer par petit roc, avec l'idée sur B4, de jouer simplement le coup cavalier C4, et de m'être installé au centre, de m'être installé en C4, et avec un petit peu les mêmes idées, le pion C3 qui est arriéré, et une position qui est plutôt intéressante pour moi, avec sur un coup comme fou C5, avoir B6. Donc ça, c'était l'idée que j'avais quand j'ai joué le coup cavalier A5. Et ici, mon adversaire qui m'a joué le coup tour A2. Alors, j'étais très surpris par ce coup tour A2, et en fait, j'ai compris l'idée. C'est malin, en vrai, comme idée, ce coup tour A2. L'idée pour lui, c'est quoi? C'est que si je continue, par exemple, par petit roc, il veut jouer B4, et qu'après un coup comme cavalier C4, bon là, il y aurait dame prend C3 qui marche, mais bon. Après un coup comme cavalier C4, sa tour, en fait, elle a accès à toute la deuxième rangée, et il est prêt à doubler. Et en fait, c'était assez intéressant comme idée de jouer tour A2 avant de jouer B4. Mais ça fait que je n'ai pas roqué, j'ai joué cavalier C4 direct, je donne un petit peu moins d'intérêt à B4, et il ne peut pas jouer B3, puisque le fou E3 est en prise. Donc il continue par fou D4, et je joue petit roc. A nouveau, si je joue B3, je veux juste jouer cavalier A5, et ce cavalier en A5 va maintenir une petite pression sur le pion B3, et si jamais il joue avec B4 plus tard, donc B3, par exemple B3, cavalier A5, ici on voit que j'attaque le pion en permanence, il ne peut pas jouer un coup comme dame E2 ou dame D2 parce que le pion est en prise, et si un jour il joue avec B4, je vais juste revenir en C4, et finalement il n'a pas vraiment progressé dans la position. Donc c'est pour ça que dans la partie il joue pas B3, et il joue le coup fou E2. Et ici je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte, mais en fait, moi je vante le développement, je fais que de me développer dans la partie précédente, c'est ce que j'avais vanté, celle-ci également, et je me dis, mais l'adversaire n'a pas roqué. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque l'adversaire n'a pas roqué? Habituellement, la manière usuelle de punir, c'est de faire disparaître les pions centraux. C'est la solution. Alors je peux pas faire disparaître E6, D5, c'est trop compliqué, mais par contre ce pion E5, je peux clairement le faire disparaître en jouant F6. Et je vois qu'en fait, quand je joue F6, s'il joue petit roc, je peux simplement prendre en E5, il reprend, je reprends, et j'ai juste un pion de plus. Bon, il peut échanger une fois s'il veut, ça change pas grand chose, mais j'ai juste un pion de plus. Et un fort centre. Et je me dis, ok, mais du coup, F6, ici, dans cette position, quand je joue F6, du coup, il va prendre en F6, mais maintenant, il y a un pion en F4 que je peux prendre. Et ici, je me rapproche clairement de son roi, je menace peut-être E5, je menace peut-être cavalier E3, je menace peut-être beaucoup de choses. Et c'est la partie. C'est-à-dire qu'après le coup F6, il a décidé de prendre en F6, et j'ai pris en F4. Et ici, il m'a joué pion prend G7. Et parce que je suis quelqu'un d'un peu débile, j'ai calculé cavalier E3. Bon, ça marche pas du tout, hein, et ça... c'est assez évident que ça marche pas du tout. mais j'ai calculé quand même. Parce que simplement, ça menace mat. Ça menace cavalier prend G2 mat. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'après un coup comme cavalier E3, on va supposer qu'il prend la tour sur échec. Il va juste échanger. Et dans cette position, c'est à lui de jouer. Et je me disais, il peut jouer un coup comme dame D2 et j'ai juste rien. Mais sur le principe, j'ai calculé cavalier E3. Mais bon, pion prend G7, j'ai joué tour F7 assez rapidement, puisque cavalier E3 marche juste pas. Mon adversaire qui joue B3 pour chasser ce cavalier, et maintenant je joue cavalier E3, je supprime le défenseur des cases noires. Et on a cette position où en fait les blancs ont un pion de plus, mais le roi est très faible au centre, et en fait le pion de plus c'est le pion en G7. Enfin, j'ai le droit de considérer que c'est n'importe lequel, mais j'ai le droit de considérer que c'est le pion G7. Et en fait, il va juste tomber très rapidement, et il a juste un roi très faible. Moi, j'ai déjà un pion passé avec mon pion E. Finalement, j'aime beaucoup cette position pour les noirs. Et c'était plus ou moins le genre de position que j'avais en tête quand j'ai joué F6 pour dame prend F4. Et je suis plutôt très heureux qu'on soit tombé dans ce type de position. Il décide de jouer dame D2. Alors, ici, j'ai hésité à échanger les dames, mais on n'échange absolument pas les dames lorsque l'adversaire ne peut pas roquer. Et donc j'ai joué dame B6, plutôt normal. L'adversaire qui joue B4, le pion B3 a été attaqué, il ne peut pas se permettre de perdre plus de matériel. Et ici j'ai repéré la case F2, que j'attaque 2 fois, et que mon adversaire... j'attaque une fois par rayon X, et une fois directement. Et j'ai vu qu'en fait, dans cette position, je peux soit jouer un coup comme tour C8,
qui simplement finit le développement et attaque le pion C3. Alors, en tout cas, garde un œil sur le pion C3, ça ne l'attaque pas directement. Et l'autre coup que je regardais, c'était le coup fou B1, qui est le coup que j'ai joué. J'attaque la tour A2. Donc s'il me laisse la tour, je vais juste la prendre. Et je menace dame F2. Et s'il joue un coup comme fou H5, je peux peut-être juste continuer par tour prend G7. Et finalement, j'ai juste gagné un pion. Enfin, regagner le pion que j'avais en moins. Et après tour B2, fou E4. Je viens mettre beaucoup de pression sur son aile roi. J'ai regagné le contrôle de la case F8 pour mon autre tour. Ma dame qui peut peut-être revenir par C7, E5. Ça me semblait très très agréable à jouer pour les noirs. Et c'est pour ça que dans cette position, il a préféré jouer tour B2 direct. Je joue dame F2 échec, donc tout ça j'avais vu quand j'ai joué fou B1, il me joue roi E1. Et ici, j'avais vu que je pouvais laisser mon fou en prise avec l'idée d'attaquer sa tour en échange et de le forcer plus ou moins à jouer le coup tour E1. Et désormais, je peux juste revenir en E4. Alors pourquoi j'ai fait cette petite opération? Alors fou F5 était plus précis d'après l'ordinateur, mais on y reviendra à l'analyse à l'ordinateur. Pourquoi c'est intéressant cette position? Et c'est que j'ai été gagner le pion G2. Et donc désormais on a le même matériel sur l'échiquier, mais le même matériel avec ce pion en G7 que je peux toujours prendre quand je veux depuis tout à l'heure. C'est très intéressant pour moi. Donc mon adversaire ici qui m'a joué le coup de dame H6, et c'est pour ça que fou F5 était juste plus précis, puisque ça défendait le pion E6. Et j'ai répondu par dame G6. Alors pourquoi dame G6? Puisque simplement, si mon adversaire échange les dames, ce que je veux c'est reprendre du pion, pour pouvoir avoir une case très solide en F5, avoir un accès à la colonne H pour mes tours, et simplement prétendre que j'ai un pion de plus puisque je vais gagner le pion G7, que le pion H2 est très faible, et potentiellement que le pion C3 est faible. Et en fait, j'ai une finale qui est vraiment très 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 agréable pour les blancs dans cette position, pour les noirs, pardon, dans cette position, vraiment très très agréable pour moi. Et c'est pour ça que je joue dame G6, puisque pour moi la position était injouable s'il échangeait les dames. Et s'il échange pas les dames, c'est ce qu'il fait, il a toujours un roi faible. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et ça va être la partie. Je continue par tour C8, j'active enfin ma dernière pièce. On est au 29e coup, il commence à être temps de faire jouer la dernière pièce. Et mon adversaire qui joue roi D2 pour défendre le pion. Et ici, je vois que j'ai le coup dame prend C3 qui attaque le pion en... Enfin, dame prend G7 qui attaque le pion en C3. Et c'est compliqué pour lui de défendre ce pion. Donc je joue dame prend C3, dame G7, et il me joue dame H3 pour défendre le pion C3. Alors ici, il y avait D4 qui gagnait, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et dans cette position, j'ai plutôt joué fou F5 pour chasser la dame, en me disant je défends mon pion E6, et peut-être je veux juste tour C3 plus tard, peut-être je veux D4 plus tard. Et surtout, je défendais le pion E6, c'était ça qui est intéressant. L'adversaire qui me joue dame E3, je continue par le coup D4, l'adversaire qui prend, et je continue par tour D7, et la pression qui est impressionnante sur le roi noir. Alors quand j'ai joué D4 et tour D7, avant de jouer D4, tour D7, j'avais calculé quelque chose, j'avais calculé qu'ici il pouvait jouer tour G1, qui attaque ma dame, ça force fou G6 pour bloquer, et qu'ici il avait dame prend E6 échec. Et qu'après roi H8, j'avais vu que ici il est complètement foutu, puisque j'ai toutes mes pièces qui débarquent sur son roi, et qui va juste se faire mater, il n'a aucun moyen de contrer mon attaque, il a juste un pion de plus, et malgré qu'il vienne de prendre un pion sur échec, il est complètement foutu s'il vient le prendre. Et c'est pour ça que dans cette position, s'il avait joué dame prend E6, on ne peut pas le défendre par D5 parce que il y a la tour B2 qui est en l'air de l'autre côté de l'échiquier, et ici l'ordinateur qui donne mat en 10, donc ça me surprend même pas tellement la position semble compliquée à jouer pour les blancs, avec le roi qui est resté au centre de l'échiquier. Et donc dans cette position, mon adversaire qui calcule très bien, c'est un jeune, champion du monde des moins de 10 ans à nouveau, qui décide de ne pas prendre ce pion en E6, et qui à la place joue le coup tour G4 pour défendre le pion. Et c'est dans cette position que je vais vous laisser chercher le coup qui gagne pour les noirs, il n'y en a qu'un seul, qui permet d'appuyer sur un petit peu toute la pression latente de la position. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause sur la vidéo pour trouver le coup pour les noirs qui est tranchant et qui prend l'avantage décisif. Et donc pour tous ceux qui ont réussi à trouver ce coup, félicitations à vous.
Et pour tous ceux qui veulent juste voir la partie, le coup que j'ai joué dans la position et qui est le coup qui gagne est ici le coup E5. Effectivement, le pion E6 n'a pas été pris sur échec et désormais ce pion fait la différence puisqu'il vient appuyer sur ce clouage, donc l'adversaire ne peut pas prendre, et qu'on menace nous concrètement de prendre, et c'est ce qu'il fallait voir, l'adversaire qui continue par H4. Et désormais, la menace qui était présente, c'est qu'on peut prendre nous-mêmes en D4, et qu'après un coup comme... pardon, après H4, on peut jouer, donc soit Roi H8, soit prend D4, ça revient plus ou moins eux-mêmes. Par exemple, sur reprend D4, on pourrait jouer Dame E6, Roi H8. Et en fait, ici, on menace E6, et c'est très très grave pour les blancs. Mais en fait, ici, ce qui est encore plus fort, c'est qu'après H4, on peut jouer Roi H8 d'abord, on évite tous les échecs, on menace toujours la même chose. L'adversaire qui a continué par H5, pion prend D4, simplement, on vient toucher la dame. Dame E6, attaque, enfin, garde des petites menaces latentes autour de la position. D3, attaque la tour B2, attaque le fou E2. Tour B3 joué. Pion prend E2, échec. L'adversaire qui joue roi E1. Et après le coup, tour C1, échec. David Lacan-Russe qui a décidé d'abandonner la partie. Alors pourquoi? La première raison, c'est que s'il prend pas le pion, je vais faire une dame et échanger sa dame au prochain coup. Et s'il décide de prendre le pion, je peux simplement jouer par exemple tour E7 ou fou D3, les deux semblaient très bien, et venir gagner la dame au prochain coup. Donc c'est pour ça que dans cette position, David Lacan-Russe a abandonné après le coup tour C1, échec. Et je termine cette première journée du tournoi de Vermenton, puisqu'il y a 3 rondes le premier jour, avec le score de 3 points sur 3. Donc 3 victoires de suite, avec des parties qui me mettent plutôt en confiance, où je prends un avantage. Enfin, à part, la première ronde n'était pas vraiment propre, la ronde 2 et la ronde 3 sont plus propres dans le contenu, et me mettent plutôt en confiance sur ma capacité à prendre l'avantage contre des joueurs classés plus de 1800. Et on voit que dans cette partie, alors c'est une partie d'attaque très compliquée, j'ai joué à 82,7, mon adversaire qui a joué à 75,4. On va passer rapidement l'analyse de l'ordinateur. Fou F5 normal, cavalier D2, A6. Je sais ici que l'ordinateur n'aime pas du tout la manière dont je joue, mais c'est juste une question de préférence, j'aime pas trop les lignes à base de G4. L'avantage ici qu'il n'est à peine de plus 0,4. Hein. Donc l'adversaire qui décide d'échanger en C5, C3. Et ici en fait c'est déjà petit avantage noir, et ça me surprend pas, j'adore vraiment la position avec les noirs. Cavalier D7 c'est toujours avantage noir. Dame C7 toujours avantage noir. Et cavalier C6. Alors ici l'adversaire préférait fou E4 avec l'idée de désormais de garder ce fou de case blanche, qui peut être très très fort sur cette diagonale. Et je comprends tout à fait ce point de vue de l'ordinateur. C'est vrai que j'ai pas franchement envisagé ça. J'ai plutôt préféré me développer, mais c'est pas forcément la meilleure décision. L'échange en D4 est tout à fait normal. Et ici à nouveau l'ordinateur, ça fait plusieurs coups qui met que c'est pas le meilleur coup puisqu'il préfère fou E4 pour les noirs. Et je joue cavalier A5 qui préférait soit roc, soit cavalier, soit fou E4, tour A2. Ici il n'y a toujours pas d'erreur majeure, la position qui reste plus ou moins égale. Petit roc, c'est tout à fait normal. Et ici le coup F6 qui est le coup qui crée le chaos dans la position. Et après pion prend G7, dame prend F4. Ligne principale, ici la position est égale, mais elle est beaucoup plus dure à jouer pour les blancs, puisqu'ils ont un roi au centre et c'est toujours très très compliqué à gérer, un roi au centre. Donc ici je garde la tour sur la colonne ouverte, c'est plutôt normal. Je regarde juste s'il y a des choses majeures, des grosses erreurs qui ont été jouées d'un côté ou de l'autre. À un moment, dame B6 c'est normal, on veut garder les dames. Fou B1, dame F2, dame prend G2. Et ici, ouais, ça, ici, c'est vrai que fou F5 est sûrement beaucoup plus précis avec l'idée de défendre le pion E6, gagner le pion G7 très prochainement, et simplement continuer la partie comme ça. C'est vrai que j'ai joué fou E4 un petit peu vite, avec l'idée, juste, la case semble meilleure, c'est une case centrale, et on sait que les cases centrales pour les pièces sont souvent meilleures que les cases légèrement autour, mais ici, c'était un cas particulier où j'aurais dû me poser un petit peu plus la question, et je décide de jouer fou E4. Et surtout que fou F5 menace tour prend G7, menace dame prend H2, ça menace beaucoup de choses. L'adversaire qui joue dame H6,
Alors ici, à nouveau, l'ordinateur préférait fou F5, mais dame G6 est un coup qui garde un avantage de plus 0,9, ce qui veut dire que même l'échange des dames est complètement favorable au noir. L'adversaire qui joue dame H4, alors les miss, je les ai vus tout à l'heure, je sais que ici il préférait l'échange des dames pour les blancs, avec simplement l'intention de jouer cette finale. Alors il l'évalue à quasiment -1, donc extrêmement dur à jouer. Il dit tour D2, déjà seul coup qui ne perd pas. Bon, ça fait pas rêver quand même pour les blancs cette finale. Donc je comprends qu'il ait décidé de ne pas jouer ça, David. Dame H4, tout à fait normal. Et le coup de tour C8 qui simplement vient attaquer le pion C3. Roi D2 défend, dame prend C3, crée du chaos. Dame H3 attaque le pion E6. Et ici, le coup qui gagnait immédiatement, c'était D4. Ça pliait tout de suite la partie. On recrée à peu près les mêmes idées que dans la partie. On menace D3, on menace de prendre, on menace, s'il bouge, on menace D3 qui va découvrir. Et c'est déjà complètement fini. À la place, je joue le coup fou F5. Et D4 maintenant, qui ne marche pas du tout à cause de prise. Tour D7, c'est la partie. Tour G1, fou G6, c'est la partie. Et ici, en fait, il avait le très fort roi E1. Assez improbable, que j'ai vu tout à l'heure à l'ordi quand je suis passé. Et en fait, les noirs n'ont pas de super coup. C'est-à-dire qu'on peut jouer dame prend E5 par exemple, mais il va juste échanger. Et j'ai un pion de plus. Alors ça reste très agréable à jouer pour les noirs. Y a pas de... les blancs ont vraiment une mauvaise position. Mais ça reste compliqué et il faut arriver à gagner ça. C'est pas fait du tout. C'est vraiment pas fait de gagner ça. Et le roi qui a perdu beaucoup de sa faiblesse avec l'échange des dames. Mais ici l'adversaire qui a continué par tour G4. Et ici c'est le coup que je vous avais fait chercher, c'est le coup E5. Qui est le coup qui vient briser toute la défense des blancs. Et après H4, roi H8. H5, prise D4. D3, prise E2. Et tour C1. Les blancs ont abandonné dans cette position. Et je me retrouve donc, comme je le disais, à 3 sur 3 dans ce tournoi de la Ferté-Bernard. Avec peut-être... et je suis tout seul à 3 points en plus. Je suis le seul à avoir gagné mes 3 premières parties. Les deux joueurs classés plus de 2200 n'ont pas gagné tous leurs matchs à ce moment-là du tournoi. Et donc potentiellement je suis en bonne place pour gagner ce tournoi de la Ferté-Bernard. Mais ça vous le saurez dans les épisodes 9 et 10 de Road to FM. Et ça ce sera dans les 2 prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse reprendre une activité normale et je vous dis à la prochaine.